Je tenais à vous faire part de cette idée que le timing, le mauvais timing, n'est pas une bonne excuse. En effet, alors qu'aux États-Unis, le marché du travail semble être enfin en train de se normaliser. Après des années de tensions, les principales variables observées s'avèrent aller dans le sens de la Réserve fédérale américaine. En effet, les créations d'emplois ralentissent mais restent stables. L'offre et la demande de main-d'œuvre sont plus synchronisées. Il n'y a pas eu de vague de licenciements et l'économie globale, ainsi que les dépenses de consommation des ménages se sont bien maintenues. Mais cette normalisation du marché du travail américain s'accompagne inévitablement d'une certaine vulnérabilité, ce que n'a pas manqué de rappeler Jérôme Powell mercredi dernier. En effet, des taux d'intérêt trop élevés et trop longtemps déclencheraient une spirale négative de renforcement du chômage, de perte de revenus et de perte d'emplois supplémentaires. C'est pourquoi certains investisseurs pointent du doigt le timing désormais trop serré de la Fed avec aucune réunion en août ou en octobre. Ainsi, si par exemple les chiffres du marché du travail commencent à s'affaiblir en juillet et en août et continuent de s'affaiblir par la suite, il pourrait s'écouler plusieurs mois avant que la Réserve fédérale américaine ne parvienne à une deuxième baisse de taux lors de sa réunion de novembre. Une seule baisse d'un quart de point dans l'intervalle ne suffirait pas à enrayer le ralentissement, en particulier compte tenu du décalage habituel entre la politique monétaire et l'économie. Ce n'est évidemment pas le scénario de base pour le moment, mais les vacances devront rester studieuses et attentives, et c'est pourquoi je vous rappelle qu'il convient de suivre scrupuleusement différentes données, et ça commence dès le 5 août avec la publication des PMI et de l'ISM. Le 8 août, vous serez attentifs, nous serons attentifs aux nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Le 14 août sera l'heure d'analyser les CPI. Enfin, le 15 août viendront les ventes au détail et la Philly Fed. Évidemment, d'autres points sont également à surveiller alors que le Moyen-Orient et le monde guettent avec fébrilité la très probable riposte de l'Iran. Mais revenons donc au fil normal de notre live, et il est l'heure désormais de regarder quelles sont les dernières actualités de ces dernières heures. Et à l'international, alors que l'Iran discute avec ses mandataires de représailles quasi inévitables contre Israël après l'assassinat du leader du Hamas à Téhéran, la situation au Proche-Orient se dégrade de jour en jour. Hier, le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a affirmé qu'Israël devait s'attendre à une riposte inéluctable du mouvement islamiste après l'assassinat de son chef militaire, Fouad Chokr, mardi près de Beyrouth. Peu après, c'est le chef des rebelles yéménites, les Houthis, Abdel Malik al-Houthi, qui a promis une réponse militaire à la dangereuse escalade provoquée selon lui par Israël après l'assassinat du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, mercredi à Téhéran, dans une frappe attribuée à Israël. Après ces menaces, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait savoir que son pays est désormais à un niveau très élevé de préparation pour n'importe quel scénario, tant défensif qu'offensif. L'hypothèse la plus probable est qu'une réponse significative pourrait venir de plusieurs fronts dans les prochains jours, potentiellement coordonnée par l'Iran avec tous ses mandataires, le Hezbollah, les Houthis et les milices en Syrie et en Irak. Mais pour d'autres analystes, ils estiment que la riposte de l'Iran et de ses alliés devrait rester modérée avec la volonté d'éviter une escalade. Je les cite, l'Iran et le Hezbollah ne voudront pas jouer le jeu de Netanyahou et lui donner l'appât ou les prétextes dont il a besoin pour entraîner les États-Unis dans une nouvelle guerre. Et ces menaces ne sont pas vaines puisque le Hezbollah a annoncé avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël jeudi soir en réponse à une frappe qui a tué 4 Syriens dans le sud du Liban. Première attaque du groupe libanais depuis l'assassinat d'un de ses chefs militaires mardi soir. Enfin, pour être tout à fait complet, sachez que le président américain Joe Biden a admis hier que l'élimination du leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, n'aiderait pas à parvenir à un cessez-le-feu et que la situation est désormais inquiétante. Après avoir martelé pendant des mois que l'inflation serait transitoire aux États-Unis, Jérôme Powell serait-il de nouveau en train de perdre la bataille du timing? Toujours est-il que les statistiques économiques publiées hier font craindre une récession plus marquée que modélisée et surtout un retard de la Fed. Notons tout d'abord le recul inattendu de l'indice des directeurs d'achat de l'industrie du supply de l'ISM pour le secteur manufacturier qui est ressorti à 46,8 en juillet sous le consensus.
plus qu'il avait anticipé à 48,8 et en repli par rapport aux 48,5 du mois de juin. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est le recul généralisé des principales composantes de cet indice. Les composantes emploi, nouvelles commandes et production reculent par rapport à leur niveau précédent. Quant au nombre d'inscriptions au chômage, elles sont ressorties supérieures aux attentes. Le département du travail américain a annoncé avoir enregistré 249 000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis lors de la semaine du 22 juillet, un chiffre en hausse de 14 000 par rapport à la semaine dernière. Preuve de cette défiance émergente dans l'esprit des financiers, le marché anticipe désormais une baisse de taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion de septembre, et ce avec une probabilité de 20%. C'est une décision qui s'est prise sur le fil du rasoir par un comité de politique monétaire plus que divisé. Hier, convaincue par le retour de l'inflation dans son lit, la Banque d'Angleterre a abaissé son taux directeur d'un quart de point de pourcentage à 5%, ce qui constitue la première baisse depuis mars 2020 et la pandémie. Une décision âprement discutée puisque 5 des membres du MPC ont voté en faveur d'une baisse d'un quart de point, tandis que les autres membres ont voté en faveur du maintien des taux, peu convaincus que l'inflation au Royaume-Uni soit suffisamment maîtrisée. Alors que la Fed n'a pas bougé, la décision de la Bank of England l'aligne sur la plupart des autres banques centrales des marchés développés qui ont commencé à abaisser prudemment leurs taux, mais ne devraient pas revenir de sitôt au niveau plancher observé avant la crise de l'inflation. Je vous rappelle que le Royaume-Uni est confronté à un problème d'inflation particulièrement tenace, dû en partie aux effets du Brexit et à une pénurie de main-d'œuvre, ce qui a conduit la Banque d'Angleterre à mener l'une des campagnes de resserrement monétaire les plus agressives du monde développé. Elle a en effet relevé son taux directeur de plus de 5 points de pourcentage à partir de fin 2020, des mois avant que la Fed et les autres banques centrales ne commencent à relever leurs taux. Faisons un point rapide sur les publications d'hier et dans les échanges après bourse, le titre d'Apple a pris 1% après que le groupe a publié des résultats trimestriels solides dépassant les prévisions des analystes. Le chiffre d'affaires a en effet augmenté de 4,9% pour atteindre 85,78 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 29 juin, dépassant l'estimation des analystes qui était de 84,53 milliards de dollars. Amazon publiait également hier, mais le titre s'est lui effondré dans les échanges après bourse, une chute de 6% après que le groupe a annoncé des ventes trimestrielles inférieures aux prévisions ainsi que des guidance également inférieures aux attentes du consensus. La société s'attend désormais à un chiffre d'affaires compris entre 154 et 158,5 milliards de dollars au troisième trimestre contre une estimation moyenne de 158,24 milliards de dollars anticipée par les analystes. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce à quoi les investisseurs feront attention aujourd'hui et inévitablement, c'est la macro qui va reprendre le pas avec justement le doute qui s'empare de l'esprit des investisseurs quant à cette possibilité finalement de hard landing, cette probabilité de hard landing évoquée par Jérôme Powell il y a peu et qui donc refait surface. Eh bien, les investisseurs tenteront de se rassurer, notamment en ce qui concerne le marché de l'emploi, puisqu'ils regarderont l'évolution du marché du travail outre-Atlantique tout à l'heure à 14h30. Sinon, côté microéconomie, eh bien, les investisseurs seront attentifs aux publications trimestrielles d'Exxon, Chevron, en particulier outre-Atlantique. Voilà pour ce qu'il faut suivre aujourd'hui sur les marchés financiers. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète et en Europe. Malgré le narratif de Jérôme Powell considéré comme accommodant, les statistiques de jour en provenance de la zone euro et des États-Unis n'ont pas été en mesure de rassurer les investisseurs. En Europe, l'activité manufacturière est ressortie un peu meilleure que modélisée en juillet, mais elle reste empêtrée en zone de contraction. L'indice PMI manufacturier définitif est ainsi resté stable à 45,8 en juillet contre 45,6 anticipé. Le secteur industriel européen reste donc en difficulté dans un environnement de faible demande
de hausse des coûts. Côté emploi, le chômage a légèrement augmenté au mois de juillet dans le bloc. Après avoir atteint son plus bas historique à 6,4% en avril et en mai, il est ressorti à 6,5% en juin, ce qui pourrait, in fine, peser sur les niveaux de consommation des ménages européens. Aux États-Unis, le chômage a surpris à la hausse et l'activité industrielle a montré des signes de faiblesse en juillet. Résultat, dans cet environnement, le CAC 40 à Paris est ressorti en forte baisse de 2,14% à 7370 points. À Francfort, le DAX a lui également trébuché de 2,28% à 18 088 points. À Londres, le gadin est plus modéré car la Banque d'Angleterre a réduit ses taux pour la première fois depuis plus de 4 ans. Résultat, le FTSE a modestement reculé de 1,01% à 8 283 points. Aux États-Unis, après avoir ouvert dans le vert, après les bons résultats de métal, les principaux indices actions ont clôturé dans le rouge. Le moral des investisseurs s'est effondré après la publication des données sur l'emploi et l'indicateur d'activité ISM manufacturier qui a notamment montré un effondrement des dépenses de construction pour le deuxième mois consécutif. Aucun indice n'a été épargné par cette défiance massive à l'égard des actifs risqués. Même l'indice Russell 2000 des petites capitalisations, qui a pourtant connu un regain de vigueur cet été, alors que les investisseurs ont diversifié leurs paris au-delà des grandes valeurs technologiques, eh bien ce dernier a chuté hier de 3%, les investisseurs ayant trouvé refuge dans les actifs à rendement certain comme les obligations souveraines. Le Dow Jones a reculé de 1,2% à 40,347 points. Le S&P 500 a cédé 1,4% à 5,446 points. Le Nasdaq Composite a lâché 2,3% à 17 194 points. Sur le marché des rendements souverains, des taux souverains, les rendements ont littéralement chuté hier alors que les financiers anticipent désormais des difficultés de part et d'autre de l'Atlantique. Le rendement du Bund à 10 ans a reculé de plus de 5 points de base à 2,249% alors que celui du Bund à 2 ans a cédé 6,6 points de base à 2,467%. Après la décision de la Bank of England, le rendement du Gilt à 10 ans a lui cédé près de 9 points de base à 3,884%. Enfin, aux États-Unis, notons que le rendement des bons du Trésor à 10 ans sont enfin passés sous la barre des 4% puisque c'est négocié hier à 3,949%. Enfin, les prix du pétrole ont rendu hier une partie de la hausse de ces dernières séances qui s'est construite tant sur l'aggravation de la prime géopolitique et de la perspective de baisse de taux de la Réserve fédérale américaine. Mais les opérateurs ont la tête froide et au-delà de l'aspect humanitaire, ils évaluent surtout si le conflit au Proche-Orient peut conduire à des interruptions de production de pétrole. Or, selon les experts, les représailles annoncées contre Israël ne devraient pas impacter les flux de pétrole. Or, ce qui a fait chuter les prix hier, c'est également le mauvais indicateur d'activité avancée outre-Atlantique qui laisse craindre pour la demande des ménages et des entreprises américaines. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison octobre, dont c'était hier le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, a reculé de 1,63% à 79,52 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois, a lui cédé 2,05% à 76,31 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 2 août 2024 et juste après, comme convenu, comme promis, nous retrouverons Antoine Quesada et son Chrono CAC. À tout de suite sur Téléfinance.